2 janvier 1971. Ibrox Park de Glasgow, en Écosse. 22e journée de Scottish Premier Division, 93e minute. Dans une ambiance électrique, les Rangers égalisent à la toute dernière minute face au Celtic, ce qui provoque un funeste mouvement de foule. Cet habituel nuage sombre au-dessus du stade emportera ce soir-là 66 vies. Toutefois, afin de mieux comprendre toute la symbolique derrière ce drame, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur la naissance du Hot Firm, nous allons découvrir ensemble la bascule vers une terrible rivalité politico-religieuse entre Rangers et Celtic. Bonjour et bienvenue dans ce 2e épisode de la 18e série de Géosporétique, où moi-même, Alexis, et mes 2 invités du jour, Antoine de Celtic FC francophone et Valentin de Celtic France, allons vous narrer un nouveau chapitre de la grande histoire du sport, dans lequel le Hot Firm dépasse les frontières du sport. Et pour une fois, ce ne sont pas les Japonais, les Allemands ou les Américains qui sont en tête. C'est la Grande-Bretagne. Et qui plus est, l'une des régions les plus défavorisées de Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, qui a désormais la capacité de construire le plus grand navire du monde. Comme on a pu le constater durant le tout premier épisode, à l'origine, le Hot Firm s'apparente davantage à un superbe montage financier qu'à un réel derby. Du moins jusqu'en 1912. Si bien sûr, la rivalité n'apparaît pas aussi subitement, cette année marque tout de même un tournant. Car outre la jalousie sportive naissante entre un Celtic de plus en plus dominateur et un Rangers en difficulté, 2 événements extrasportifs mettent le feu aux poudres. D'une part, l'ouverture du chantier naval Harland et Wolff à Govan attise l'anticatholicisme de certains supporters des Rangers. En fait, les capitaines d'industrie, les dirigeants ou encore les contremaîtres du chantier assument pleinement leur politique discriminatoire de 100% protestants. Et pendant ce temps-là, le Parlement britannique vote la Home Rule, soit l'autonomie parlementaire accordée à l'Irlande. Cette décision provoque la colère des protestants unionistes pendant que l'île verte plonge dans une terrible guerre civile. Une haine naissante envers la communauté catholique de Glasgow ne tarde alors à se retranscrire dans le monde du ballon rond. Le Hot Firm n'est plus une entente, mais bien une rivalité entre catholiques et protestants, entre nationalistes et unionistes, entre Irish et British. Sportivement aussi, forcément, comme on devenait aussi les clubs rivaux pour gagner le championnat, je pense que sportivement aussi... ça a donné un peu des tensions, parce que comme on était aussi déjà à l'époque les 2 clubs les plus forts aussi du championnat, voilà. Comme c'est ces matchs-là qui définissaient un peu la saison, la fin de saison en tout cas, ça je pense exacerbait un peu plus les choses aussi. Mais il y a tout ce qui est à l'extérieur finalement au football qui commence à jouer. Il y a beaucoup d'agitation en Irlande, l'Irlande qui est encore à ce moment-là pas indépendante. Donc il y a beaucoup d'agitation en Irlande, il y a beaucoup de mouvements sociaux et de mouvements de rébellion. Il y a aussi un aspect plus social à Glasgow avec un peu le chômage qui arrive finalement. Notamment les ouvriers protestants qui s'opposent un peu aux ouvriers immigrés catholiques majoritairement. Et forcément ça se retranscrit sur les 2 clubs de foot qui sont supportés par l'un et par l'autre. So what would it take for people, Protestants? Que faudrait-il pour que les protestants, pour que ces hommes oranges comme vous, commencent à faire confiance aux catholiques ? Renvoyez-les dans le sud et laissez-nous la paix. Diverses actions politico-économiques exacerbent donc les tensions à Glasgow.
Un contexte tumultueux que le nouveau président des Rangers, à savoir un certain John Earl Primrose, n'hésite pas à utiliser afin d'inaugurer une nouvelle ligne éditoriale dépourvue de toute présence de joueurs catholiques dans l'effectif Gers. Élu en 1888, cet homme politique anti-irlandais et anti-catholique met définitivement un terme à l'essence apolitique du club. Il en profite d'ailleurs pour rapprocher les Rangers de l'ordre d'Orange. Alors, l'on parle ici d'une société fraternelle protestante vouée à l'unité de la Grande-Bretagne avec une certaine tendance anticatholique, notamment au début du XXe siècle. Mais en parallèle, certaines industries finissent peu à peu par embaucher des catholiques afin d'obtenir une main-d'œuvre moins coûteuse. Une tendance accrue après la Première Guerre mondiale, sauf chez les Rangers. Fervents défenseurs de ce principe, les Light Blues maintiennent leur position pendant quasi un siècle et sont au final parmi les derniers à abandonner cette règle purement discriminatoire. Donc nous, finalement, entre guillemets, ça nous arrangeait un peu. Ils avaient cette politique-là et ce sectarisme-là, puisque même ils arrivaient même à se tromper sur des joueurs protestants en pensant qu'ils étaient catholiques, donc de pas les prendre, et finalement ils allaient chez nous. Et ce qui était assez fou, on a plusieurs joueurs donc et des plus grands comme Kenny Dalglish, comme Danny McGray, comme donc Jock Stein, comme plusieurs joueurs en fait protestants sont venus sur des erreurs des Rangers en fait. Mais en fait leur nom de famille était plutôt à consonance irlandaise ou catholique pour les Rangers, donc ils s'intéressaient pas à ces joueurs-là. Et ils ont loupé plusieurs joueurs finalement qui pourtant étaient protestants et fans des Rangers. Discriminé de toutes parts à Glasgow, le football représente l'une, si ce n'est la seule scène où les anciens Irlandais peuvent arborer leurs symboles ainsi que leurs origines, tout en regardant droit dans les yeux les personnes qui les discriminent. Sur un terrain de football, deux équipes de 11 joueurs s'affrontent sans quelconque privilège, sans quelconque avantage pour l'une ou l'autre team. À la fin, c'est le football qui parle. Et d'une simple organisation caritative catholique, le Celtic devient la principale institution fédératrice de la communauté irlando-écossaise de Glasgow. Une sorte de bastion contre l'oppression locale. Et de plus en plus, les Verts et Blancs se transforment en un instrument politique prônant des idées davantage indépendantistes. Aux grandes dames des hommes politiques anti-irlandais ou encore anti-catholiques, tel un certain John Earl Primrose, le logo du Celtic est un trèfle. Sa tunique est verte et le drapeau de l'Irlande flotte au-dessus du Celtic Park. Alors que, pour rappel, on parle toujours d'une équipe écossaise. C'est en fait la façon où je pense que le club a été créé, les couleurs, le logo, ça en fait c'est des liens en fait, c'est des liens avec l'Irlande. Tout simplement, je pense que voilà, ça a donné plus Celtic, Celt, ces choses-là, toutes ces petites choses. Forcément le lien et rapproche la communauté auprès de soi finalement avec les valeurs, le thème du club, tu vois le logo qui représente un trèfle, qui représente quand même tu vois, un truc de l'Irlande. Bref, le nom du club, les couleurs du club se rapprochent tout de suite de l'Irlande. Donc les gens qui sont migrés, les gens qui ont migré de l'Irlande à Glasgow se rapprochent forcément plus des couleurs et du logo du club, quoi. En fait, dès le début, dès la création, enfin dès la réunion de création, c'est-à-dire en 1887, le 6 novembre, il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est donc de nourrir les pauvres et les chômeurs, en fait, les nécessiteux. Et la deuxième raison, c'est d'être un phare et d'être une lumière pour justement cette communauté immigrée irlandaise qui subit le chômage, la discrimination sociale, la discrimination religieuse. Et en fait, faut savoir que nous, dès le début, sur notre stade, le drapeau irlandais a flotté en fait, qui nous a été d'ailleurs offert par l'État irlandais. Quand celui-ci a été abîmé, le manager de l'époque a écrit au gouvernement irlandais qui lui en a envoyé un nouveau. Et donc le drapeau, qui est encore aujourd'hui, le drapeau irlandais est sur le toit du stade, même si maintenant il y a aussi celui de l'Écosse,
Avant, il n'y avait que celui de l'Irlande. Le Celtic est essentiellement une équipe catholique, tandis que les Rangers sont une équipe protestante soutenue par les catholiques. Eh bien pour commencer, j'ai toujours été élevé dans la religion protestante. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu les Rangers. Et pour soutenir les Rangers, il faut détester le Celtic. Personnellement, je ne les déteste pas vraiment, parce que je ne connais pas beaucoup de catholiques. Mais c'est juste ce qu'ils font en Irlande. Ils sont sales, vraiment sales. Ce sont juste des animaux, à mon avis. Petit à petit, les franges les plus radicales des deux côtés prennent de la place. À force, la nature antinomique du Celtic et des Rangers, pourtant si fructueuse financièrement à la base, laisse place à une profonde rivalité politico-religieuse. Si l'essence même des Boys vient du catholicisme, pour les Rangers c'est un peu différent. Lassés des liens étroits entre Celtic et religion, certains protestants glaswegiens veulent eux aussi leur équipe et se rattachent naturellement aux Rangers au début du XXe siècle. Ces deux clubs deviennent alors les véritables symboles de ces deux camps, comme il n'en existe alors plus trop à Glasgow et de manière générale en Écosse. Car contrairement à des organisations obscures, voire sectaires, le football est regardé et même admiré par le grand public. Et alors qu'initialement, l'un se dit apolitique et l'autre catholique mais ouvert à toutes les religions, dans l'esprit commun, les Rangers sont associés aux protestants et le Celtic aux catholiques. Le Old Firm se transforme en une sorte de ring où protestants versus catholiques s'affrontent, ce qui n'est pas forcément vrai. La rivalité, elle grandit aussi sportivement. Après, à l'époque, c'est sûr que les équipes étaient composées de joueurs protestants chez les Rangers et de joueurs catholiques chez nous. Surtout à cette époque-là. Après, ça a évidemment évolué dans le temps. Mais oui, à cette époque-là, c'est sûr que c'était comme ça. Comme tu l'as très bien dit, ça s'est monté justement à la fin pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qui coïncide en fait avec aussi la guerre d'indépendance en Irlande, qui commence en 1976 avec l'insurrection de Pâques. Et il y a une réaction d'un côté donc de fierté et de soutien finalement à la cause irlandaise qui demande son indépendance de la part des fans du Celtic. Et de l'autre côté, une réticence parce que beaucoup des descendants de colons qui sont en Irlande à ce moment-là viennent d'Écosse ou du nord de l'Angleterre, mais beaucoup viennent d'Écosse. Donc il y a une certaine proximité aussi entre les protestants écossais et ceux qui sont en Irlande et qui finalement voient le pays où on les a envoyés coloniser prendre son indépendance petit à petit. Donc je pense que ces deux parallèles font que les deux communautés n'avaient pas forcément beaucoup de liens et étaient chacun de leur côté, deviennent de plus en plus hostiles l'une à l'autre. Les supporters du Celtic sont des membres de l'IRA, et l'IRA est un groupe illégal de salauds meurtriers si vous voulez mon avis. Les supporters du Celtic croient en une Irlande unifiée, et les supporters des Rangers croient toujours en la défense d'un État loyaliste, en quelque sorte. Et nous pensons que la seule façon d'instaurer la paix en Irlande est que les Britanniques quittent l'Irlande. Ces sphères religieuses et culturelles, souvent mises en avant quand on parle du Old Firm, ne sont en réalité que la partie émergée de l'iceberg. On l'oublie régulièrement, mais cette rivalité est aussi, et même surtout, politique. D'un côté, une grande partie des supporters du Celtic ont grandi dans une Irlande à vocation indépendantiste. Et de l'autre, la majorité des supporters des Rangers sont des Écossais de pure souche, davantage unionistes. Alors, au Royaume-Uni, l'unionisme est une tendance politique visant à favoriser l'union des différentes nations constitutives de ce royaume en un seul et même État, celui de la Grande-Bretagne. En résumé, le nationalisme irlandais est littéralement l'opposé de l'unionisme écossais. Et quoi de mieux qu'une pratique réunissant des centaines de millions de personnes pour exhiber, pour assumer, pour exprimer ses idéaux. Ni une ni deux, l'Ibrox Park Stadium ainsi que le Celtic Park se transforment en véritable tribune politique.
Bon nombre de supporters des Rangers entretiennent des liens avec l'Ulster Defence Association, connu pour être un groupe paramilitaire protestant loyaliste préconisant la lutte armée. Quand le Celtic soutient la Green Brigade, un groupe d'ultras entonnant par intermittence des chants à la mémoire des héros de l'armée républicaine irlandaise. Malgré les accusations de fanatisme politico-religieux lancées envers les deux clubs, leurs dirigeants restent évasifs. Les Rangers refusent systématiquement d'admettre que le sectarisme est quasi institutionnalisé au sein du club, tandis que toute tentative d'associer Celtic à l'IRA est catégoriquement démentie du côté du Celtic Park. Et dans l'entourage de toute façon du club, dans l'organigramme du club, il y a toujours eu à ce moment, enfin au tout début du club, pendant les 50, 60, peut-être 70 premières années, des gens très proches du gouvernement irlandais ou des indépendantistes irlandais avant que le gouvernement soit fait. Finalement, le Celtic, même si c'était pas la position officielle du club, c'est-à-dire que le club n'en parlait pas, mais les gens du club qui avaient des responsabilités dans le club, eux faisaient partie de commissions ou d'organisations qui militaient pour l'indépendance de l'Irlande. Mais plus personne n'est dupe. Le Old Firm est devenu le microcosme de la société écossaise. Le cache-misère de la division profonde entre deux pans de la population, le miroir d'un conflit bientôt meurtrier entre Irish Scot et British Scot. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Géopolitique, The Old Firm, un derby politique. Les terribles débordements que ce derby va engendrer, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.